Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à la une. Cet accident mortel de la circulation tôt ce matin du côté de Mromouvou, dans la commune de Bandélé. La victime âgée de 26 ans était en 2 roues. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. L'inflation dans le pays, un défi politique et économique. Comment la combattre? Donner du pouvoir d'achat aux Français. L'une des priorités du gouvernement. On en parle dans notre rubrique consacrée aux législatives. Si vous souhaitez participer au concours de chant Les Voix des Outre-mer, c'est maintenant. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Pour parler de cette 5e édition, nous recevons ce soir Fabrice Di Falco, le cofondateur de l'événement. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mayotte compte de plus en plus de 2 roues. Les premières victimes de la route d'ailleurs. Ce matin encore, une femme de 26 ans perdait la vie à Mromouvou, dans la commune de Bandélé, après avoir été percutée par un automobiliste. Les précisions d'Aurélien Février devant la caméra d'Assadi Razafitelo. Cette sage-femme âgée de 26 ans est la 5e personne cette année tuée sur les routes à Mayotte, la 4e au guidon d'un scooter. Il est 4h30 ce matin à Bandrélé quand elle est percutée par un véhicule qui tentait de la doubler. Une enquête a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire. Sur les 17 derniers mois à Mayotte, 17 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, on compte 12 personnes qui étaient à bord d'un scooter. Et au chapitre social, la grève depuis hier d'une partie des employés de TPC qui réclament une revalorisation salariale compte tenu, disent-ils, des bons chiffres enregistrés l'an dernier par l'entreprise de travaux publics. Le son de cloche est tout autre côté direction. Un reportage sur leur site de Kungu avec Shafika Salimkou, Jaidi Maoulida. 7% d'augmentation générale des salaires, voici le souhait des agents grévistes. En 2 jours de négociation, la direction leur en accorde 5, une décision jugée incompréhensible. On demande juste à notre direction qu'il nous donne juste ce qu'il nous a donné l'année dernière, en 2020. On prend, on reste là. Mais on n'est pas d'accord de prendre en dessous de ce qu'on a eu en 2020. Or, l'année 2021 était la meilleure de tout ETPC. Pour le moment, chaque parti campe sur sa position. Il y a une proposition qui leur a été faite qui est entre leurs mains, que peut-être on devra retravailler. Le problème, c'est que nous, à ETPC, on a en fait les chefs, les dirigeants qui prennent vraiment les grosses décisions qui concernent, ça vient de plus haut. On va dire la colasse, le bouygues en haut là. Du coup, la direction qui est ici, quand nous on fait des négociations, ils ont besoin d'appeler là-bas pour qu'ils puissent négocier. Seule la carrière de Kungu est particulièrement affectée par ce mouvement, les autres gardant un rythme de travail normal. Le travail est affecté principalement sur ce site à Kungu où il n'y a pas de vente parce que l'accès est interdit aux clients. Autrement, la production fonctionne et sur les autres sites, la vente fonctionne également. Si pour l'instant la grève reste relativement calme et bon enfant, les agents n'excluent cependant pas l'idée de durcir leurs actions si rien ne change. Et on poursuit avec l'élection la semaine dernière du nouveau bureau de l'Union départementale Force ouvrière qui a par la même occasion un nouveau secrétaire général en la personne d'Arkadine Abdoulouassian. Pour rappel, la démission à ce poste d'Elanziz Amidou il y a quelques mois avait provoqué des remous au sein du syndicat, notamment autour de l'élection très contestée de Siaka en Lidjoumois. Le nouveau secrétaire aura donc parmi ses missions à apaiser le climat au sein de l'organisation syndicale. Après plus de 5 mois de blocage, la CIMAD a repris ses activités. Plus de manifestations devant leurs locaux de la rue de la Pompe à Boboka par les membres du collectif 2018 des citoyens de Mayotte. C'est donc pour la CIMAD la fin donc de la procédure judiciaire entamée pour pouvoir poursuivre ses missions. Écoutons à ce propos Elodie Ozol, conseillère régionale de la CIMAD pour la zone Océan Indien. Elle était l'invitée du 13h. On est rentré depuis à peu près une semaine dans nos locaux. Tout se passe très bien, le quartier est calme, très accueillant, les personnes peuvent revenir, les équipes peuvent travailler sereinement.
Donc nous avons décidé de lever l'action en justice parce que cette action avait été initiée en dernier recours après des discussions, après avoir tenté de dialoguer pour trouver une solution, et en aucun cas ce n'était une action en justice en opposition ou pour entrer dans un combat avec ces personnes. Donc on n'est absolument pas dans un esprit de revanche. Les activités vont reprendre petit à petit. Dans l'Hexagone, ce lundi, c'est à Saint-Denis, en région parisienne, que Yaël Braun-Pivet, la nouvelle ministre des Outre-mer, a effectué son premier déplacement officiel dans le cadre de la Journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage. L'occasion pour nos équipes à Paris de la questionner sur ses grands chantiers Outre-mer. Question-réponse avec Pierre Lacombe, Nordine Bensmail. Quelles seraient vos grandes priorités, les grands chantiers sur lesquels vous allez vous concentrer dès à présent? Il y a les préoccupations immédiates, celles qui concernent la vie chère. On sait à quel point cette problématique est vivace dans chacun de ces territoires et que le gouvernement, à travers ce projet de loi sur la vie chère, va pouvoir s'en saisir. Et donc moi, j'essaierai de défendre ces sujets pour nos Outre-mer. La crise sanitaire qui n'est pas encore complètement résorbée, notamment au niveau des Outre-mer, c'est le dossier sur lequel vous travaillez en priorité? Alors c'est un dossier effectivement sur lequel nous devons avoir un regard accru sur chacun des territoires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des taux de vaccination qui sont différents, et donc la protection est différente selon les endroits. Donc ça va être le fil rouge de mon action. En tout cas, j'aurai un regard toujours très aigu sur ces questions sanitaires tant que l'épidémie ne sera pas complètement et pleinement derrière nous. Madame la ministre, vous ne partez pas sur un terrain conquis. On l'a vu aux dernières élections, une forte poussée de l'extrême droite, de l'extrême gauche, presque un désaveu de la politique du président Macron, si l'on regarde ses résultats. Comment abordez-vous tout ça? Bien, il faut y aller dans ces territoires avec beaucoup d'humilité, mais surtout une volonté farouche de nouer le dialogue et de construire avec les habitants et avec les élus et avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, associatifs, sociaux, des solutions pour l'avenir. C'est le fameux « avec vous » que je compte bien décliner puissance 10 dans les territoires d'outre-mer, et je pourrai mettre en œuvre cette méthode de terrain et d'écoute dès mon premier déplacement que j'espère prochain. La crise sociale a vraiment été un gros frein, un gros handicap au niveau des Antilles. Ce problème de vie chère que vous évoquez, comment prend-on à bras le corps ce sujet et quelles réponses concrètes? Vous savez, les réponses concrètes, ce sont un petit peu les réponses que l'on veut apporter aujourd'hui sur le territoire hexagonal lorsque l'on parle d'indépendance énergétique, d'indépendance alimentaire, etc. Les problématiques aux Antilles tournent aussi autour de ces sujets, de l'énergie, de la nourriture, de l'alimentation, etc. Donc il faut qu'on réussisse à construire des solutions avec ces territoires sur ces questions. Donc vous voyez, les questions sont très singulières, mais en même temps ressemblent beaucoup à celles qui concernent l'Hexagone. Yaël Braun-Pivet, candidate d'ailleurs aux législatives dans la 5e circonscription des Yvelines pour un second mandat. Ce qui nous emmène au journal des élections. Et aujourd'hui, on vous parle d'inflation qui s'invite sans surprise dans la campagne. Une priorité pour le nouveau gouvernement qui entend lutter contre l'inflation, donner du pouvoir d'achat aux Français. Regardons ensemble ces chiffres. Les prix à la consommation augmentent de 0,4% au mois d'avril à Mayotte. C'est plus 5% en un an. Quand ailleurs en France, on n'a pas atteint cette barre, nous dit l'INSEE. Dans le détail, quel poste augmente le plus chez nous? Et cela a-t-il des conséquences sur vos habitudes? On voit cela avec Hachim Sedachim, Géraldine lui. Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,4% ce mois d'avril à Mayotte. La hausse est ressentie par les consommateurs, particulièrement dans les prix de l'énergie. Cet usager de la route vient du sud, il travaille à Kaweni. Il est obligé de revoir ses habitudes de consommation. Ce qui a changé, c'est que je fais moins de déplacements. Je fais les déplacements nécessaires, donc le travail et puis les courses, voir la famille de temps en temps. Avant, je faisais mon plein à moins de 70 €. Maintenant, avec 75 €, j'ai pas le plein. Et tous les 5 jours, je dois revenir à la station et c'est un coût très important. Les prix de l'alimentaire croissent de 0,6%.
plus 2,1% dans les produits frais. Aujourd'hui, on s'adapte à la crise. Oui, mais tout est cher, on n'a pas le choix, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut bien vivre, hein. On n'a pas le choix, donc on subit. Les tarifs des transports et communications sont aussi en hausse, 0,3%. Des prix tirés par ceux du transport aérien selon l'INSEE. De nos jours, une mûre réflexion est nécessaire pour voyager. Quand je vois un billet de Paris vers Los Angeles ou New York à 249 €, à 300 €, et je vois juste la distance de Mayotte à Madagascar à 700 €, c'est inadmissible. Vous allez prendre votre billet ou pas? Pas encore, je n'ai pas pris une décision. Une décision, je ne l'ai pas encore prise, mais je réfléchirai et puis je verrai bien. En un an, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5%. Les consommateurs semblent s'adapter, mais attendent des futurs députés que des mesures soient prises pour compenser cette inflation. Et arrêtons-nous maintenant sur le mode de scrutin de ces législatives avec William Cromwell. Pour être élu à l'Assemblée nationale, il faut se présenter dans l'une des 577 circonscriptions électorales de la République. 539 dans l'Hexagone et la Corse, 27 dans les Outre-mer et 11 pour les Français de l'étranger. La plus petite circonscription, 5000 électeurs, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. La plus grosse, c'est la première des Français de l'étranger, 200 000 inscrits en 2017. L'élection est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Uninominal signifie qu'on vote pour une personne, homme ou femme. Majoritaire, c'est le candidat qui remporte le plus de suffrages qui est élu. 2 tours parce que rarement l'élection se fait du premier coup. Pour passer dès le premier tour, il faut évidemment une majorité des suffrages. Mais cette majorité doit représenter plus de 25% des inscrits. Une participation trop faible empêche donc l'élection dès le premier tour. Pour être qualifié pour le second tour, c'est une particularité du scrutin législatif. Il faut avoir obtenu 12,5% des voix parmi les inscrits, pas parmi les seuls votants. Si un seul candidat y parvient, celui qui réalise le meilleur score après lui est aussi qualifié. Si personne n'atteint ces 12,5%, eh bien les 2 premiers du scrutin sont qualifiés. À l'issue du second tour, c'est celui qui mobilise le plus d'électeurs sur son nom qui est élu. En cas d'égalité stricte entre 2 candidats, et ça c'est vu, c'est le plus vieux des 2 qui est élu. On appelle cela le bénéfice de l'âge. Une place maintenant à la minute des législatives, rubrique consacrée à l'histoire des élections avec vous. Ismaël Sed Komboyakout, bonsoir. Bonsoir, génial. Alors hier, on a parlé du premier député de Mayotte, Feu Younoussa Bamana, en 1977. Et lors des élections législatives de 1978, le MZE a été réélu, mais son mandat n'ira pas à terme. Le 3 avril 1978, pratiquement un an, jour pour jour, après les élections partielles de mars 1977, Younoussa Bamana est réélu, vous l'avez dit. Il a affronté un certain Maoulida Ahmed. Le mandat est écourté à cause de la dissolution de l'Assemblée par François Mitterrand. C'était le 22 mai 1981. Son programme peut se résumer en une phrase: trouver des appuis à Paris pour que Mayotte reste française pour être libre. À l'Assemblée nationale, le parlementaire mahorais est dans le groupe de l'Union pour la démocratie française, l'UDF. Entre-temps, en juillet 1977, Bamana est élu président du Conseil général. Le premier, là aussi, l'arrivée du socialiste François Mitterrand à la tête de la République française ouvre une nouvelle page pour Mayotte aussi, car si avec le centre et la droite au pouvoir, les Mahorais étaient assurés de rester français, la victoire de la gauche sème le doute. Le prochain député devra ramener la sérénité dans la classe politique et une population qui a peur d'être renvoyée dans le giron comorien fraîchement indépendant. Merci beaucoup Ismaël pour cette petite rubrique et on continue demain avec la minute des législatives et puis en radio dans Zakweli demain Andy Rakotondavola reçoit à 7h15 Yasmina Aouni et à 7h40 Antoine Autran, tous 2 candidats à la députation dans la circonscription 1 et c'est ici que nous refermons notre journal des élections.
Et allons à présent à la découverte des richesses des fonds marins à l'occasion de la 27e édition du Festival de l'image sous-marine qui débute officiellement jeudi. Avec cette année encore une belle programmation, nous assurent les organisateurs. Hier soir, nous les avons retrouvés du côté de Pamandzi pour une petite avant-première. Darwesh Daou, Assadi Razavitseno. Dans cet espace dédié quotidiennement à la restauration, en quelques heures, l'endroit invite à une évasion dans le Grand Bleu. Cette soirée se veut avant tout informelle dans le cadre du Festival de l'image sous-marine 27e du nom prévu du 26 au 28 mai. Pour les organisateurs, l'événement doit toujours être à la hauteur de sa popularité avec notamment ce regard d'experts venus des 4 coins du globe. Et avec une très belle programmation cette année avec des films qui nous viennent de France, d'Espagne, de la Réunion, de Bali, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte évidemment, et voilà, de nombreux films surprenants. Pour cette édition 2022, les organisateurs veulent donner un coup de projecteur plus particulier dans ce monde du silence aux mille décors. L'affiche s'annonce encore plus passionnante. Le festival a continué à s'astreindre à diffuser beaucoup au niveau des scolaires les films qu'on a reçus. Et puis, on peut s'attendre à voir des choses extraordinaires, parce que on a des films de très grands réalisateurs qui sont au programme. On peut s'attendre, à des. Je pense à un film sur l'apnée qui a été fait à La Réunion, qui montre très très bien comment les divers aspects de l'apnée. Ce festival de l'image sous-marine sera l'occasion de rendre hommage à Jacques Passe, disparu en août 2020. Il était l'initiateur de l'événement et également le pionnier du parc naturel marin de Mayotte à travers une implication sans faille pour sa protection et pour sa mise en valeur à l'échelle mondiale. Et autre festival qui débute par contre demain, c'est le festival Baobab qui se déroulera au lycée des Lumières à Kaweni. On vous en parle dans nos prochaines éditions. Top départ, je vous le disais au début de ce journal, pour la 5e édition du concours intitulé Voix des Outre-mer. Passionnés de chant, quel que soit leur répertoire, vous êtes invités à prendre part à une expérience unique. Encore une semaine pour les inscriptions, puisque vous avez jusqu'au mardi 31 mai. Fabrice Di Falco, cofondateur des Voix des Outre-mer, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Mayotte. Alors, dites-nous, 5e édition déjà, inscription, je viens de le dire, jusqu'au 31 mai. Est-ce qu'on se bouscule cette année pour y participer? Comment ça se passe, ce nouveau séjour chez nous? Cette 5e édition se passe très bien à Mayotte parce que depuis le début, on a reçu des vidéos dans les anciennes éditions. Et là, cette année, on reçoit encore plus de vidéos. Est-ce que c'est parce que, grâce à Mayotte Première, on voit justement notre finale régionale ici à Mayotte, plus notre finale nationale qui se passe à l'Opéra de Paris. L'an dernier, souvenez-vous de Shaima et d'Eddy qui avaient brillamment remporté des prix à Mayotte. Et donc, on fait un peu le tour de Mayotte grâce à l'Office culturel départemental pour découvrir dans les lycées, dans les collèges, on réceptionne des vidéos. Et en effet, on a un bon cru pour cette 5e édition. Du coup, de belles surprises aussi que vous avez rencontrées ici, notamment dans ces établissements, ou que par rapport aux vidéos que vous avez reçues? Les deux. Nous sommes surpris déjà parce que quand on arrive dans une classe, tout le monde nous dit « Non, on ne sait pas chanter ». Après, je leur parle de Michael Jackson, je parle de Beyoncé, je parle de Whitney Houston. Je leur parle, bien sûr, de tous les chanteurs de pop, de reggae, de raga, de tous les styles qui aiment la musique classique, qui aiment l'opéra. Après, on leur donne des exemples de chants avec Johan Piazza qui est ténor et moi-même qui suis contre-ténor. Et puis, de là, on discute, on échange, on rigole et les voix vraiment se mettent à chanter et nous émouvoir. Et quelles sont les prochaines phases de sélection après ces inscriptions, Alors, nous allons sélectionner 10 candidats mahorais. Dès le mois d'août, je vais revenir pour faire la première masterclass sur plusieurs jours pour les 10 candidats sélectionnés. Je vais même profiter de mon séjour en août de faire un récital avec les voix des Outre-mer qui viendront de
tous les Outre-mer ici à Mayotte. Et puis en novembre, nous aurons donc la finale ici à Mayotte. Et pendant tout ce temps-là, il y a des masterclass gratuites que nous offrons, justement grâce à l'association Les Contre-Courants et l'Office culturel départemental, à ces 10 candidats pour qu'ils puissent, dès le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, avoir des masterclass gratuites afin de chanter un air d'opéra, également un air de musique traditionnelle, musique mahoraise, ou de la pop, ou du Nego Spirituals. C'est le concours Voix des Outre-mer, c'est pas le concours Voix lyrique des Outre-mer. Même vous pourriez vous inscrire. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? On verra pour l'année prochaine. Là, je suis un peu enrouée. Mais après, comment ça se passe l'année dernière? On avait dit cette finale à l'Opéra de Bastille, c'était au mois de janvier. Donc, je suppose que là, ça sera aussi janvier 2023. Exactement. C'est-à-dire que fin janvier 2023, nous allons pouvoir découvrir les 2 candidats qui vont représenter Mayotte aux côtés des 8 autres territoires des Outre-mer, puisque cette année, nous invitons la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Et donc, nous allons avoir une belle et grande famille. Et je dis aux téléspectateurs de courir regarder les aventures lyriques des Voix des Outre-mer et de regarder justement les différents portraits qui ont été faits sur les candidats. Ils verront que c'est une grande famille, les Outre-mer c'est une grande famille et nous sommes heureux que toute cette jeunesse mahoraise puisse s'exprimer à travers le chant. On l'a compris. Merci beaucoup Fabrice Di Falco. Vous parlez toujours avec autant de passion. On a envie de vous écouter toute la nuit. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Aurélien Février pour l'info de la mi-journée. Tout de suite, la météo. On se retrouve juste après pour le journal. En Morée. Très belle soirée avec nous sur Mayotte la Première.